Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Euh, Aujourd'hui, on va parler un peu électrique. J'ai changé de moteur du VS2. Ce matin, j'ai reçu un 42-74 que j'ai eu à bon prix, parce que j'avais pas mal de points chez RC Team, et qu'il était en plus en promo. Donc j'ai dû le payer 68 euros, je crois. Donc le 42-74 à la place du 42-68 que j'avais monté sur le véhicule. En sachant que d'origine, le combo RTR était en 74. C'était pas le même moteur, c'était un moteur un peu plus ancien, évidemment, qui était sûrement très bien. Je l'ai pas roulé, donc je peux pas vous en parler, parce que j'ai aucune idée de son fonctionnement. Donc moi, j'avais monté un 68 parce que j'ai l'habitude des 68. Et je m'étais toujours posé la question, en fin de compte, quelle est la différence entre un 68 et un 74. Ça me titillait depuis un moment, donc ça n'a pas vraiment l'intérêt, ça n'a pas vraiment l'intérêt en soi. C'était juste pour ma culture personnelle, et éventuellement la vôtre, si ça vous intéresse, de voir la différence qu'on a entre un 68 et un 74, en sachant que le 74, du coup, est plus long que le 68 de quelques centimètres, et plus lourd aussi. Il y a quand même plus de 100 grammes d'écart entre les deux, on le sent tout de suite hein, quand on les a dans la main. Alors j'avais fait une vidéo montage, hein, je suis désolé, mais la GoPro m'a joué des tours pour changer. Et j'avais fait le montage, les soudures, je vous avais fait tout ça tout bien et tout. Et puis ben, je ne vais pas le refaire puisque maintenant il est soudé. Après, c'est pas le plus gros intérêt de la chose puisque j'ai enlevé le moteur ici. J'ai ressoudé les fils sur celui-ci et je l'ai remis en place, quoi. Donc voilà, ça n'a pas d'intérêt non plus fondamental. Euh, donc voilà pour la petite histoire. Donc pourquoi est-ce que j'ai fait ça puisque mon VS2, comme vous avez pu le constater, fonctionne plutôt bien. C'est une voiture agréable qui fonctionne bien, j'en suis content. Je voulais quand même essayer un 74 pour voir vraiment l'écart, en fin de compte, entre ces deux moteurs, puisque ces deux moteurs à kV identiques, presque, puisque le 68 c'est un 2200 kV, et le 74 là c'est un 2250 kV. Donc oui, c'est pas non plus, ça change pas grand chose. Il n'y a pas beaucoup d'écart. Je suis pas sûr que ça se sente vraiment. En 4S, évidemment toujours, puisque mon variateur ne prend que 4S max, pas 6S. Et de toute façon, j'aurais pas mis 6S. Le pignon moteur, ne change pas. Je reste en 20 dents. J'avais expliqué que j'avais mis 20 dents parce que les roues étant plus petites que les pneus fournis d'origine avec le VS2, forcément on tire plus court. Donc il y avait de toute façon pas assez d'allonge. Et le pignon d'origine, qui est un pignon de 16 dents, pour le coup, est trop petit. La voiture se traîne lamentablement. Le moteur a donc plus de couple, à mon sens, ce qui est logique, puisqu'il est plus long. Il a un rotor plus long et un bobinage plus long. Donc le champ magnétique est plus intense. Donc il est plus coupleux. Le couple, c'est ce qui fait avancer. La vitesse de rotation va rester la même. Ça ne va pas changer, à part, je vous dis, les 50 kV d'écart, mais bon, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Hein. Le moteur a plus de couple, donc il va me permettre de gagner entre le moment où j'accélère en entrée de ligne droite, par exemple, et le moment où il va atteindre son plein régime. Ce temps-là va être plus court, forcément, puisque la masse du véhicule étant la même. Le déplacement avec plus de couple va mettre moins de temps, parce que le moteur aura plus de force à actionner l'engrenage. Donc j'arriverai plus vite, en fin de compte. C'est très théorique, hein, mais bon, c'est assez logique. J'arriverai plus vite à la Vmax. On verra dans quelle proportion, en fin de compte, parce que ce moteur-là, forcément, va consommer un petit peu plus. Je ne sais pas dans quelle proportion non plus. À voir, parce que je devais faire une douzaine de minutes, je pense, avec le 68. On verra si le gap est grand
entre les deux. La consommation va être un petit peu plus, donc comme je dis, un petit peu plus importante. Donc forcément, le temps risque d'être un petit peu plus court. Et la chauffe, je sais pas. C'est un moteur qui, à peu près avec 20 degrés de température ambiante, le 68 prenait 44 degrés de température surface, ici. Il faut savoir que l'écart entre la sonde thermique que vous allez mettre dessus, là, qui va vous donner une température, et ce que me dit le contrôleur, c'est énorme. En fin de compte, le gap est complètement gigantesque. En sachant que la sonde, je pense qu'il mesure est à l'intérieur, et qu'à l'intérieur, il fait toujours plus chaud qu'à l'extérieur. C'est valable pour un tas de choses. Le composant intérieur est toujours plus chaud que la surface extérieure, qui en plus est ventilée pour le coup. Mais bon, ça ne veut pas être transcendant non plus, à mon avis, quoi. Ça ne veut pas devenir. Y a pas, je pense pas qu'il y ait 10 degrés d'écart, ça m'étonnerait. Pour le coup, je pourrais tirer un pignon plus long, j'imagine. Mais là, c'est pas le but. Le but, c'est de pas changer le pignon. C'est de garder le même rapport de transmission et de voir, en fin de compte, ce qui change au niveau comportement sur les phases d'accélération, freinage, la transition, en fin de compte. Hein. C'est ça, c'est plutôt ce qui m'intéresse. Donc, c'est par curiosité, plus que par besoin, de voir un moteur. Voilà. Vu qu'on ne change rien, la tension reste la même, les KV restent les mêmes. On aura vraiment, la comparaison va vraiment se faire sur la différence de couple du moteur, quoi. Vu qu'il est un tout petit peu plus lourd, pardon, la batterie étant plus lourde là-bas, donc ma voiture est un peu déséquilibrée de ce côté-ci, côté batterie. Ça va un petit peu aussi compenser, ramener un peu de poids de ce côté-là. On est quand même assez proche du centre, hein, donc l'impact poids est moins important que si on était plus sur l'extérieur. Certaines voitures ont la transmission centrale qui est déportée, les cardans sont complètement en vrac comme ça, c'est pas tout à fait pareil, donc l'impact du poids est forcément plus important. Là, ça va être moins le cas. J'ai aussi changé la tourelle arrière, je l'ai passée en carbone, donc de chez Vartel Modélisme. Pareil parce que, en fin de compte, elle est un petit peu moins lourde que l'alu. On va dire, on s'en fiche. Mais je gratte un peu le poids. Et elle est percée, du coup, différemment au niveau des épures. Donc, moi, j'avais modifié sur la tourelle alu pour redescendre les tirants ici plus bas. Là, c'est déjà fait d'origine, comme quoi j'avais peut-être pas faux, puisque d'origine, ils sont plus hauts. Là, ils ont fait des trous plus bas. Donc, ils sont plus bas. Elle est moins haute. Il n'y a pas les trous supérieurs ici. Donc, j'ai modifié mon réglage de suspension en conséquence, puisque l'amortisseur était un peu plus compressé que ce qu'il était avant. Sachant que c'est quand même pas des voitures faites pour ça à la base. On a des amortisseurs beaucoup trop longs, en fin de compte, pour un besoin piste. Ils pourraient être beaucoup plus courts, puisque vous prenez une VT, et les amortisseurs sont plus courts, ils sont ancrés plus bas. C'est pas la même chose. Après, ça marche bien comme ça aussi. Hein. Les pneus ont 12 packs, la louche. Ils se tiennent bien, franchement. Je suis assez surpris, je pensais les bouffer plus vite que ça. Mais ils sont corrects, hein. C'est des F1. Il fait pas super chaud pour l'instant, donc ils se tiennent bien. J'ai la version un poil plus dure pour quand il fera plus chaud. Donc ça, c'est cohérent. Enfin, j'en suis content. Avec le recul, je peux faire le comparatif avec les GRP. Les XM, je sais plus quoi, XM2, je crois que j'avais. En latéral, ils ont un peu moins de latéral que les GRP. C'est-à-dire que les courbes rapides, ils vont un petit peu moins se tenir en appui. Ils sont un peu plus sensibles à la température ambiante, c'est-à-dire que si la piste est un peu humide, par exemple, ils vont avoir un petit peu moins de tenue. Dans ce short-là, hein, je parle là, évidemment, ils existent en plus tendre, donc ça peut aussi changer les choses. Mais dans ce short-là, ils sont un peu plus sensibles à l'humidité. Le GRP va mieux se tenir dans les courbes et être plus agressif si la piste est un peu humide. Voilà, c'est ce que j'ai constaté moi. Hein. Donc voilà, donc j'attends de voir un peu ce que ça donne. Ce que ça donne avec un moteur plus gros, en fin de compte, en sachant que la taille du moteur est souvent en fonction du poids du véhicule, hein, évidemment. Plus la voiture va être lourde et avoir de masse, plus on va mettre un moteur gros, avec moins de kV pour le coup, et tirer un rapport plus long. Enfin, un plus grand rapport, quoi.
parce qu'un moteur de 900 kV, par exemple, où il va avoir beaucoup plus de couple, donc on va pouvoir emmener un pignon plus grand, quoi. Là, la masse ne change pas, donc forcément, je vais bien avoir l'effet moteur. Voilà. Je n'ai pas d'autres paramètres qui vont venir en compte pour contrer l'effet, quoi. Donc là, je vais bien voir la différence. On verra ça, je vais être filmé, donc on verra ce que ça donne. Donc, bah voilà, pour la petite histoire, hein. Donc, ça devrait pas être trop mal. Le 4268. C'est 4274, pardon, je ne suis pas encore habitué. J'en ai jamais eu. C'est la première fois que j'ai un moteur de ce type sur ce genre de véhicule, même sur les autres, j'ai jamais eu. On verra vraiment comme ça marche, hein, puisque comparativement à une voiture thermique, par exemple, qui est un moteur thermique, c'est à peu près 20% de couple en moins, hein, en moyenne, par rapport à un moteur électrique. Donc c'est bon à savoir. C'est pour ça qu'on a toujours l'impression que le moteur thermique, le moteur électrique est plus dynamique que le moteur thermique. C'est pas forcément vrai, je suis pas entièrement d'accord avec ça. En thermique, ils sont pas cons, ils ont mis des boîtes de vitesse. Donc il y a une première vitesse qui est quand même courte, une deuxième vitesse qui est plus longue, et ça compense, en fin de compte, ça compense le manque de couple des moteurs thermiques. En sachant qu'un moteur thermique, par exemple, plus il va tourner vite, globalement, il aura moins de couple. C'est des moteurs faits pour tourner vite. Vous prenez une voiture grandeur, j'en sais rien, prenez une voiture de 200 chevaux qui a 300 newtons de couple. On a une boîte de vitesse, évidemment. Mais moi, j'ai fait l'essai sur ma 208. J'avais 200 chevaux, 300 newtons, c'est pour ça que je prends cet exemple aussi. En stage 1, j'ai 230 chevaux, donc c'est pas grand chose, 30 chevaux d'écart, mais j'ai 380 newtons de couple. J'ai beaucoup augmenté mon couple. Et ça se sent dynamiquement. La voiture est beaucoup plus réactive, elle décolle mieux. Ma 2, le rapport en 2 il est terrible. Ça change complètement, quoi. Donc le couple fait bien avancer. Les tours, le couple, c'est pareil, c'est pas quelque chose de constant. Vous avez du couple, mais après, plus les tours vont augmenter, plus le couple va chuter. Hein, un moteur électrique, c'est la même chose en fin de compte. Vous allez avoir le couple, et quand il va commencer à arriver haut dans les tours, la courbe de couple, en fin de compte, elle chute. Hein, elle est pas linéaire sur tout le fonctionnement du moteur. Ce serait parfait. Hein, ce serait un moteur parfait, quoi. Ce serait un moteur zéro défaut, quoi. Rendement top, 100%, là, on serait dans l'excellence. C'est pas le cas. La température joue aussi. Plus le moteur va chauffer, moins son rendement va être bon. Ça se constate. Hein. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'il reste dans une plage de température acceptable. Je saurais trop vous conseiller de ne pas charger trop les rapports de transmission. Au final, c'est un peu une tendance parce que un moteur, ça coûte cher, il faut dire ce qui est. On va pas le changer forcément. Quand on a un petit budget, qu'on est un peu débutant ou qu'on fait que du loisir, le moteur, le contrôleur, la batterie, tout ça, c'est un budget. Et on va pas forcément avoir des batteries top team. Hein, on va avoir des batteries souvent qu'on achète pas trop cher, 50C, 60C. En 5000 souvent, 5005. De la bashing éventuellement. Des batteries économiques, on va pas payer ça trop cher. C'est très bien. Mais si on commence à mettre un gros moteur qui consomme, les batteries elles vont mourir, hein, c'est sans espoir. Elles vont chauffer exagérément, elles vont gonfler, elles auront une durée de vie plus éphémère. Donc faut pas partir forcément sur mettre le gros moteur parce que c'est fun, surtout en TT, si vous faites dans la terre ou du parking poussiéreux, etc., vos roues vont patiner, c'est tout ce que ça va faire en fin de compte. Hein. Alors ça peut être fun, c'est sûr, mais ça fait pas avancer plus le véhicule. Hein, tout ce que vous passez pas au sol, c'est perdu. Voilà, c'est pas compliqué. Donc j'espère que j'aurai pas ce cas-là. Après, moi je fais de la piste, donc j'ai des pneus quand même thermogommes, qui ont quand même une bonne adhérence, hein, qui sont capables de passer la puissance, même s'ils patinent quand même. Ça c'est sûr. Donc un moteur trop gros, en fin de compte, ça va générer plus de pertes en fin de compte que de gain de temps. Pas dans ce cas-là, je pense pas. Le véhicule est quand même assez lourd, malgré tout, il a quand même son poids.
Pour moi, ça va être un plus, à voir. Donc restez sur un rapport de transmission raisonnable. Si vous voulez monter un peu, parce que souvent les constructeurs, ils sont pas très larges sur les pignons, hein, ils mettent pas très très gros. Vous pouvez monter une dent, deux dents pour voir, mais montez pas cinq dents, quoi. Montez pas cinq dents d'un coup, quoi. C'est pas bon. De toute façon, vous n'irez pas plus vite. Le moteur va chauffer plus, je vous dis, la consommation va exploser. Vous ne serez pas plus avancé. Vous n'aurez pas l'effet waouh que vous recherchez, en fin de compte. Il vaut mieux, selon ce qu'on fait, selon où on évolue. Alors c'est sûr, sur un grand parking tout vide, un dimanche après-midi quand il n'y a personne, vous allez trouver que ça rame, parce que l'espace est tellement grand que votre voiture elle va se trouver perdue là au milieu, c'est-à-dire elle avance pas, quoi. Maintenant sur un circuit, où vous avez les contraintes de piste, c'est différent. Vous êtes contraint par la largeur, vous êtes contraint par la longueur, par les virages. Si la piste n'est pas très grande, je veux dire, tout de suite, l'effet vitesse, il va être bien meilleur. Hein, vous allez trouver que votre voiture, elle va pas si mal que ça. Hein, c'est comme si on prend une voiture lambda, puis que vous allez sur le circuit de Spa-Francorchamps, vous allez trouver le temps long, je vous garantis. Hein. Alors qu'à tourner dans le lotissement, c'est une balle. Vous voyez, c'est un peu ça la différence. Bon, ça, on l'a tous constaté, hein, j'invente rien. Ça, c'est des vérités de base. Euh, donc, soyez raisonnable, à mon avis, sur le choix de votre moteur. Vous verrez qu'un moteur plus petit avec une transmission bien étagée, vous allez rouler plus vite en fin de compte qu'un gros moteur insupportable qui va pas, ça va pas être ça va pas vous donner l'effet recherché. Je suis à peu près sûr pour l'avoir essayé moi-même. C'est pas forcément le mieux, quoi. Il vaut mieux rester vraiment, je le dis, je le répète, il vaut mieux essayer de rester homogène sur l'ensemble du véhicule, ce sera mieux que de partir dans tous les sens avec un point qui va être 150% et tout le reste qui va être dépareillé et pas assez puissant du coup pour exploiter correctement le moteur, quoi. L'équilibre ces moteurs, c'est important aussi, quoi. Pas par un contrôleur trop petit non plus par rapport au moteur. Souvent, quand vous achetez du RTR, c'est assez bien. Euh, c'est pas toujours vrai, mais bon, en général, c'est assez bien équilibré. C'est assez fait pour, même si on peut toujours facilement faire mieux. De toute façon, on peut toujours faire mieux, mais en restant raisonnable. Je veux dire, c'est pas la peine, si vous avez un moteur de, je sais pas, 3000 kW, c'est pas la peine d'en mettre un 6000, hein. Je veux dire, c'est ridicule. Ça vous apportera rien de bien. Rien de bien. De toute façon, le moteur s'essouffle, que ce soit un moteur thermique, un moteur électrique. S'il peut pas faire, il peut pas faire, quoi. Vous avez beau faire avoir un gros moteur avec beaucoup de kV, il les atteindra jamais en fin de compte ces kV. Un moteur qui est surchargé, il n'atteint jamais ses tours. Moi, je limite assez volontairement à peu près 35 000 tours max, je dirais plutôt 33 hein, que plus. C'est largement suffisant. De toute façon, vous l'entendez à l'oreille, que ça soit thermique ou électrique, peu importe. Quand vous êtes passé moitié de ligne droite, je dirais presque trois quarts ligne droite, il doit être, enfin ce que vous estimez de votre ligne droite, il doit être au max. Il ne doit pas pouvoir quasiment prendre pas beaucoup plus. Ça veut dire qu'il est dans sa plage de fonctionnement correcte. Si vous êtes trois quarts ligne droite et qu'il continue, qu'il a même pas pris de tour le moteur, en fin de compte, qu'il n'arrive pas à les prendre, c'est que votre rapport il est trop long. Ou le moteur est trop petit pour le poids de votre voiture, la voiture est trop lourde et le moteur est trop petit. Ou le moteur est bien pour la voiture et le rapport poids, mais le pignon est trop gros, en fin de compte. Et ça, on rencontre le plus souvent des pignons trop gros. Les gens veulent toujours mettre des gros pignons pour aller plus vite. C'est pas vrai. Vous avez vous avez une marge, en fin de compte, sur le pignon. Je vois le VS2 qui est livré avec 174 d'origine, donc le même moteur que ça. Voilà, il est il est moins moderne, on va dire, que celui-là. Vous avez le pignon de 16 dessus. À la base, c'est quand même un TT, c'est pas une voiture de piste. En TT, je pense que ça marche plutôt pas trop mal. Mais les gens vont dire, bon, ma piste, elle est un peu grande, ma ligne droite, elle est un peu longue, le pignon de 16, c'est juste. Je vais mettre un 17 ou un 18. Mais ils vont pas mettre un 25. Je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, hein, faut rester raisonnable. Ça, c'est important. Donc, monter une dent, monter deux dents. Mais après, ça devient compliqué.
Moi, j'ai fait des essais avec les pancards, aller un peu dans l'exagération comme ça. Je me suis retrouvé avec des moteurs qui étaient brûlants, on ne pouvait même pas les toucher. J'allais pas plus vite. Et le moteur prenait pas ses tours. On entendait que de toute façon, il était complètement saturé, quoi. Il pouvait pas faire, quoi. Il peut pas, quoi. Donc ça, vous avez beau faire ce que vous voulez, il y a un moment donné, il faut arrêter, quoi. Où la voiture est vraiment pas assez étagée, le pignon est vraiment trop petit, et là, le moteur, il gueule tout de suite et il prend pas, il est tout de suite dans ses tours, en fin de compte, puis vous avancez pas, vous l'entendez brailler et puis la voiture avance pas. Là, vous pouvez raisonnablement dire, je vais monter mon pignon. Ça, c'est cohérent. Euh, Si le moteur prend ses tours raisonnablement et que sur, j'en sais rien, je vais vous dire, sur 50 mètres, à peu près, sur 50 mètres, vous arrivez à peu près à la vitesse max, que le moteur prend pas plus, vous êtes au taquet, l'étagement, vous devez pas être loin de la vérité. Je pense que c'est pas loin d'être bon, quoi. Après, un peu plus, mais il vous faudra 100 mètres avant que la voiture s'élance et au prix d'une consommation faramineuse. De toute façon, c'est même pas proportionnel, hein, quand vous tirez vraiment trop long. Moi, j'ai vu des gens, enfin, j'ai vu une personne avec je sais plus, je crois que c'était une Serpent, euh, une GT8 en Serpent, je crois, très très belle voiture, hein, magnifique. Le mec avait les moyens, hein, c'était pas le problème. Il me dit, oh là là, le modélisme, ça coûte cher, il me faut des batteries, il me faut deux batteries, en fait c'était deux fois 2S, il me faut deux batteries à chaque run, quoi. Je dis, ah bon, c'est bizarre. Et la batterie, elle était ouverte comme un sandwich, quoi, hein. C'était un sandwich triangle, le truc, hein. C'était explosé, la coque explosée, on voyait les feuilles et tout, quoi, hein. Les batteries, elles étaient mortes, quoi, hein. Mais le type, il avait un pignon aussi gros que la couronne, quoi, je veux dire, c'était pas possible. Après, la GT8, c'est un peu compliqué, j'avoue, hein, parce que c'est des voitures qu'il faut, en fin de compte, qu'elles roulent vite. On a besoin de vitesse. Euh, il y a beaucoup de traction à cause des pneus. Il y a très peu de pertes. En TT, les pneus patinent beaucoup. Donc, on perd de la puissance dans le patinage sur terre qu'on n'a pas sur macadam. On a très très peu. Il y a beaucoup, beaucoup. Alors, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a quand même beaucoup moins de patinage sur le macadam avec des pneus thermogommes que des pneus Pico sur de la terre ou de l'Astro ou de la moquette ou ce que vous voulez. Même la moquette, je dirais que ça grippe bien pour les dixièmes. Mais en par défaut, alors c'est encore même plus vrai avec les mousses, parce que les mousses c'est encore pire, il y a encore moins de pertes au sol. Donc en fin de compte, tout ce qui sort de votre axe moteur à travers la transmission va se retrouver au sol. Euh, donc vu qu'il n'y a pas de perte, vous n'aurez pas ce gommage de glissement qui va amortir un peu le moteur dans son évolution. Il va consommer forcément plus, vu qu'il va être obligé de passer toute la puissance au sol. Il n'y aura pas de glissement, il ne va pas mouliner, on va dire. Voilà. C'est vraiment deux mondes assez différents, et c'est pas tout à fait la même approche, en fin de compte. Et plus la piste va être accrocheuse en macadam, plus la piste va être accrocheuse, contrairement à un parking poussiéreux, plus il va faire chaud. Alors, aussi, je modère, parce qu'on dit, quand il fait chaud, alors plus s'il fait trop chaud, en fin de compte, si le pneu atteint une température au-delà de ses capacités, vous aurez moins d'adhérence. Et vous irez moins vite, du coup. C'est mieux quand il fait un peu plus frais. Moi, je l'ai constaté, il y a des journées où il faisait 35, la piste était à 50. J'arrivais pas à faire des temps, même en mousse. J'arrivais pas à faire des temps. Et le soir, quand on perdait 10 ou 15 degrés, là, on commençait à faire des temps. Oui, parce que j'avais plus d'adhérence et plus de motricité. Quand il fait trop chaud et que le pneu, de toute façon, dépasse son point de température, c'est fini, quoi. C'est mort. On le voit en Formule 1, pour ceux qui suivent, hein. On dit toujours, ah, les pneus surchauffent. Effectivement, quand le pneu est trop chaud, c'est fini, quoi. Il perd énormément d'adhérence, quoi. C'est assez important aussi, on n'y pense pas souvent, hein. Les gens ont tendance, je vois souvent, à mettre des pneus vachement tendres alors qu'il fait beaucoup trop chaud. Et les pneus ils fondent, hein, ni plus ni moins. Et la voiture elle avance pas parce que vous allez le scotcher en virage, ça colle quoi, hein, ni plus ni moins, hein. Et le pneu bouloche donc ça glisse, ce qu'on a pu appeler le grinding. Ça va glisser et au final vous irez pas plus vite, voire moins vite même. Voilà. Donc mettre un pneu, avoir un pneu un peu plus dur, c'est pas plus mal quoi. Il faut savoir mettre les bons pneus au bon moment en fin de compte quoi. C'est pas facile, hein, je vous dis pas, hein, c'est pas une science exacte, hein.
Et on n'a pas tous envie d'avoir 50 000 paires de pneus non plus dans sa caisse. Mais je pense que c'est bien d'avoir, en GT8 par exemple, ou en Rally Game, d'avoir au moins deux shorts, un short quand même assez tendre pour les périodes printemps, automne, et un short plus dur pour l'été, quoi. Je parle même pas de la pluie ou de l'humide, hein, parce que c'est encore un autre pneu du coup. Idem en mousse, hein, c'est pareil. C'est un peu moins délicat en mousse, je pense. C'est pas tout à fait pareil. J'ai tendance à moins durcir en mousse qu'en gomme. Bon, je sais pas, après, je suis peut-être pas assez fin non plus, hein, mais et encore, je vous passe je vous passe le traitement de pneus, je vous passe tout ça, hein. Je vous expliquerai un coup un peu comment ça marche sur les DTM pour voir un petit peu comment ça se fait. Moi, je l'ai un peu découvert aussi, hein, donc, mais c'est que pareil, c'est de l'eau et du vin, quoi. On peut dire, hein, entre un pneu traité et non traité. Rien à voir. Alors en mousse, j'y arrive pas. Ça, je sais pas pourquoi. Pourtant, j'ai les produits, hein. J'ai toutes sortes de traitements, blablabla. En mousse, je sais pas faire. Voilà. Autant en gomme, un champion local m'a appris comment le faire bien. Et effectivement, rien à voir. Autant en mousse, je sais pas faire. Voilà. C'est pas du tout le même. C'est trop compliqué en mousse. Souvent en mousse, les gens, ils ont des machines à traiter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est une petite machine. Vous mettez vos roues dessus. Il y a des galets presseurs, comme ça. Les galets ils pressent sur la mousse du pneu en rotation. Il y a un moteur électrique qui fait tourner les roues. Vous mettez votre produit et ça imprègne la mousse. Parfois même, il y a une petite lampe genre halogène en dessous qui chauffe pour enlever le solvant. Et ça imprègne le pneu, ça devient comme une espèce de mélasse, quoi, en fin de compte. Et du coup, après, vous enlevez vos pneus, je crois qu'il faut les ressuyer, enfin, j'ai pas même pas toute la procédure. Montez ça sur la bagnole et elle est collée par terre, quoi. Normalement, elle est collée par terre. Moi, j'ai déjà fait, elle n'est pas collée, j'ai l'impression de rouler sur du verglas, ça apporte. Enfin, je vous dis, je sais pas faire, il faudrait vraiment que je m'y mette un coup. On n'est pas obligé d'avoir la machine, hein, on peut le faire aussi avec, on peut les barbouiller de produits, il faut attendre. Moi, j'ai pas envie d'attendre, j'ai envie de rouler, donc j'ai pas envie d'attendre. Alors, en DTM, sur les pneus gomme, on applique le produit, je mets les couvertures chauffantes, c'est 15 minutes, ça va, c'est raisonnable. Après, si on veut rouler vite avec la DTM, il n'y a pas le choix. De toute façon, c'est comme ça ou rien du tout. Ou sinon, c'est du jardinage. Mais si on veut rouler vite, il faut traiter, quoi. Ça, c'est de conception. Je pense que le pneu, de toute façon, aujourd'hui, sont faits, les gommes sont faites pour ça. Je vous montrerai. Les gommes sont faites pour ça et je pense pas qu'elles fonctionnent bien sans, quoi. Là, on n'a pas besoin. Parce que là, on n'est pas sur le même caoutchouc, là, on est sur du thermogomme, donc c'est un pneu qui va chauffer et qui va se ramollir en chauffant, en fin de compte. Donc il va devenir collant. Hein, d'ailleurs, on le voit quand vous enlevez la bagnole des fois de par terre, elle est collée au macadam. Hein, c'est assez impressionnant. C'est bien foutu ces gommes, je trouve. Ça existe depuis longtemps. Hein. Il y a une vingtaine d'années, on avait déjà du thermogomme quand on roulait en rally game, puisque la GT8 et la catégorie GT8 et les GT8 n'existaient pas à l'époque. Donc si on voulait faire du macadam avec des TT, ben, on prenait un TT et puis ben, vulgairement on montait des pneus comme ça dessus, on le rabaissait un peu et puis c'était parti, quoi. Hein. Donc moi à l'époque c'était thermique même, j'avais mon Mugen, c'était thermique et puis c'était comme ça. Après la GT8 s'est développée et puis c'est devenu une catégorie aujourd'hui qui est très très prisée. Les gens aiment bien. Et puis voilà quoi pour la petite histoire. Donc, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, je vous ai parlé de mon support carbone, mon 42, mon 46, je sais plus quoi là, mon moteur, là, mon 42 74. Alzheimer quand tu le tiens. On verra ce que ça donne. Quel est le rendu sur la piste, si vraiment ça vaut la peine ou pas. Je pense que oui. Maintenant, à essayer. Si ça marche bien comme j'ai plus de couple, du coup, je vais atteindre la vitesse max, la Vmax plus tôt. Il se peut que je rame en ligne droite pour le coup. Que ma ligne droite, le moteur soit à bloc à la moitié, voire avant. Je pense à la moitié de la ligne droite et qu'il prenne plus de tours après. Puis du coup, que je me traîne un peu sur le dernier tiers, quoi, la dernière moitié. Dans ce cas, j'essaierai de mettre une dent en plus.
Tout ça en vérifiant évidemment le ratio conso-température. Peut-être qu'une dent en plus, ça peut passer, quoi. J'avais déjà roulé avec je sais plus quoi, avait été, ouais, avait été, avec un pignon de 22, je crois, soit en 42-68. C'était un peu tendu quand même, hein, ça chauffait fort quand même. Là, ça commençait déjà à être compliqué. Mais j'arrivais à le traîner quand même, voilà. Euh, Parce qu'à l'époque, on était quelques-uns à rouler, j'aime pas être à la traîne, forcément. Et là, j'étais un peu à la traîne, et du coup, j'avais mis, je crois, un pignon de 22. Mais je l'avais pas gardé longtemps, c'était pas intéressant, quoi. C'était un peu. Après, ça devient bourrin, ça devient bûcheron, quoi, un peu, hein. Je veux dire, on tape dedans, et puis c'est taper pour taper, quoi. Après, je vous dis, ça finit à la course à l'armement, donc je crois qu'il vaut mieux, en fin de compte, s'appliquer sur son pilotage, les freinages, les passages en courbe, les cordes, surtout les cordes. Optimiser vraiment son pilotage dans ce cas-là pour gagner du temps plutôt que sur la puissance brute, je trouve. Parce que si on fait que de la puissance brute, ça devient un peu compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'on a un pilotage plutôt moyen, mais on table uniquement sur la puissance de la machine pour compenser, quoi. Et je pense pas que ça soit, en fin de compte, la meilleure approche de la conduite d'un modèle réduit en situation, on va dire, plus ou moins réaliste, puisque le but c'est quand même de faire évoluer la voiture, pour moi sur un circuit, pour vous sans doute sur parking ou d'autres dans les prés, avec Mani, etc. On n'a pas du tout la même, c'est pas du tout la même philosophie, en fin de compte, de pilotage, quoi. Je dénigre personne, hein, les deux sont louables, hein, chacun pratique son loisir comme il l'entend. Euh, c'est sûr que de toute façon, que ce soit dans un pré ou sur une piste, l'idéal c'est d'être plusieurs, à peu près équivalent, c'est pas mal. Et puis de se chamailler comme ça, je trouve que c'est encore le mieux, quoi, hein, voilà. C'est vrai que tout seul, bon après, tout seul, moi ça me gêne pas tant que c'est du bricolage, de la mise au point. Je préfère presque autant. En fin de compte, je fais mon truc dans mon coin, j'essaye des trucs, ça marche pas, je modifie, jusqu'à ce que ça me satisfasse. Et après, ouais, effectivement, on peut rouler avec les copains et puis être dans le coup. Euh, mais quand la voiture va bien, rouler tout seul, voilà, ça a un intérêt moyen, quoi. C'est vrai qu'être plusieurs, c'est quand même plus sympa. Voilà ce que je voulais exprimer aujourd'hui. Donc, bah, on essaiera ça pas demain, mais mercredi, je pense. En plus, il va faire meilleur par chez moi, là. On va avoir un temps plus clément et une température un peu plus élevée que ce qu'on avait ces jours-ci. En ce moment, une semaine il fait chaud, une semaine il neige. Je vais pouvoir aller rouler un petit peu ça. Je vais rouler un peu la moto aussi. Alors, j'ai pas fait grand chose dessus, à part ce que je vous ai montré là au niveau de la modif de la roue arrière. J'ai pas fait comme Mani là où il est parti dans un truc de dingue. Je sais pas si vous avez vu sa vidéo. Mais là, il est parti dans du gros là. Donc, j'attends de voir un peu ce que ça va donner. Parce que là, il va nous faire quelque chose de bien, 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 bien modifié, je pense. À voir, du coup, c'est intéressant. Ça va être intéressant de suivre. Donc voilà, passez une bonne après-midi, une bonne soirée pour ceux qui regardent en soirée, et puis à la prochaine pour une autre vidéo. On parlera d'autres choses. Je ne sais pas ce qui vous intéresse, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur des sujets qui sont un petit peu plus obscurs pour vous. Ah si, je voulais juste te dire un truc, j'ai eu plusieurs fois la question au sujet du VD40. Ça, c'est pas un lubrifiant. Voilà, je tiens à le préciser, ça dégrippe les pièces rouillées, ça dessert les mécaniques coincées, ça supprime les grincements, c'est fabuleux, ça chasse l'humidité, figurez-vous. Vous en mettez dans un étang, il n'y a plus d'eau. Nettoie et protège, voilà. Donc vous avez vu, moi je m'en sers avec ma petite brosse à dents pour nettoyer mes pièces plastiques, pour les faire briller, puis enlever
la poussière. Je dis pas la terre forcément, hein. Et après, il y a d'autres produits pour ça. Mais pour le petit entretien courant, on va dire, c'est très bien. Mais on n'en met pas dans les moteurs thermiques, par exemple, pour les lubrifier. On peut en mettre dans le moteur thermique si le moteur est coincé, s'il est grippé, s'il a été stocké dans un endroit humide, il est bloqué. Ça peut être une solution pour aller aider un petit peu à le déniapper, à décoincer ce qui est coincé. Mais après, on le nettoie correctement, on le sèche et on le remonte à l'huile. Voilà, avec de l'huile. Moi, j'utilise de l'huile genre ça. Ça peut être une huile fine, ça peut même être de l'huile de bagnole, hein, peu importe. L'important, c'est que ça soit une huile et pas ce genre de choses qui est quand même solvant et qui est sec, hein. En fin de compte, c'est assez sec, hein, ça s'évapore assez vite. Et c'est pas de l'huile, donc ça n'a pas vraiment de pouvoir lubrifiant en fin de compte, hein. Ça a l'air comme ça, mais non. Il va finir par s'évaporer, le solvant s'évapore, de toute façon, et puis au final, ça restera plus ou moins sec, quoi. Je sais même pas, je crois que j'ai jamais trop lu ce qui marque là-dessus, lubrifie des coins, alors lubrifie, guillemets, hein. Je dirais que c'est bien pour une pièce, des vis qui sont grippées, des genres de choses. Moi, j'avais même essayé dans les serrures, c'est même pas cool, hein. Dans les serrures de la voiture, par exemple, on en met un petit coup, effectivement, sur le moment ça le fait, mais le lendemain, c'est pas terrible. Je préfère utiliser un autre produit pour ça, plus huile en bombe. Il y a ce produit-là que j'aime bien, Extreme Lube, par exemple. Ce produit-là, c'est pas mal parce que c'est un produit pour chaîne, mais sec. Il n'est pas gras. Donc moi ça, je m'en sers, j'en mets une petite choupette dans les cardans là, vous voyez comme là. Hop, j'en mets un petit coup comme ça. Il va sécher et il va rester en fin de compte que un petit peu de gras. En fait, mais du gras sec, pas du gras comme de la graisse comme de la graisse. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut en mettre léger, hein, il faut en mettre un chouï. Pareil, il y a un solvant dedans. Le solvant, il va s'évaporer et il restera qu'un petit dépôt gras. Et ça a un énorme avantage, c'est que c'est avec du PTFE. Du coup, ça reste sec et ça n'attire pas les poussières. Ça, c'est vachement bien. Alors, ça existe de toutes sortes, hein. Vous trouvez du PTFE en bombe, en fin de compte, hein, ni plus ni moins. Ça permet de ne pas avoir toutes les saloperies quand vous allez rouler qui vont se coller sur vos cardans. Je rappelle qu'on graisse jamais les cardans. Parce que toute la graisse que vous allez mettre, ça va être un aspirateur à poussière. Ça va faire un agrégat et après, c'est un abrasif. Donc, ça va bouffer, en fin de compte, les pièces en friction, je dirais 10 fois plus vite, quoi, hein. Donc, la graisse, c'est pas utile. Vaut mieux monter sec avec peut-être une micro-goutte d'huile fine à peine à faire régulièrement plutôt que de mettre de la graisse, quoi. La graisse, c'est vraiment un attrape-poussière, c'est contre-productif pour la durée de vie. Alors je parle des cardans, hein, en général, puisque c'est eux qui sont quand même le plus exposés à l'extérieur. Un truc qui marche bien et que tout le monde ne connaît pas forcément, par exemple pour les boules, là, vous voyez les boules, les grosses boules, là. Pourquoi j'ai mon truc, ça fait tout blanc, là? Comment expliquer ce tout blanc, là? Bizarre. Ce qui marche bien pour ça, pour les chapes à rotules, c'est vous prenez un crayon de papier, un crayon gras de préférence, comme à l'école, le HB, il me semble. Vous le frottez sur du papier de verre ou sur une lime à ongles de votre épouse ou de votre copine ou d'autre maman, enfin peu importe, une lime à ongles par exemple, ou un bout d'émery, un bout de ce que vous voulez. Vous le frottez dessus, vous le bouffez pas mal. Vous le mettez après dans quelque chose et ça va vous faire une petite poudre noire. Et ça, vous en mettez sur vos rotules, sur les boules, partout vous avez des axes en rotation comme ça. C'est du graphite pour le coup. Pareil, ça fait pas de dépôt. Ça va laisser une surface glissante. Et c'est vachement bien pour les articulations. Vous pouvez en mettre sur les axes de triangle, vous pouvez en foutre toutes les pièces en fin de compte en mouvement, en rotation. C'est royal. On n'y pense pas souvent, ça coûte rien du tout. Prenez un crayon de papier qui traîne,
Vous le frottez, vous récupérez la poudre et vous en mettez sur les pièces quand vous les remontez. Toutes les chapes à boules, tous ces trucs-là, ça va nickel. Ça permet de lubrifier, lubrifier la chape, mais c'est sec. Du coup, il n'y a pas de dépôt, ça attire pas la poussière. Vous le faites de temps en temps, c'est nickel. Voilà. C'est du graphite, hein, donc c'est un crayon de papier. Hein, donc le graphite, c'est parfait pour lubrifier les chapes à boules et ce genre de choses. C'est impeccable. Les cardans n'ont pas bougé pour l'instant. On ne dit pas que ça ne bronche pas, il n'y a rien qui bouge. J'ai même pas un marquage, j'ai même pas. Franchement, il y a rien à dire. Pour l'instant, pour cette voiture-là. Voilà. C'est la seule que j'ai dans ce type de configuration. Et j'ai pas de problème avec pour l'instant. C'est franchement un bon produit, quoi. Bon, après, c'est réputé. Hein, elles ont quand même. C'est pas quelque chose qui vient de sortir. Hein, c'est quand même quelque chose qui a déjà quelques années derrière, historique. Donc c'est quand même assez éprouvé aujourd'hui, quoi. Dans ma vidéo foirée, j'avais expliqué les drops aussi. Alors je sais pas si je le fais maintenant, ça va peut-être faire une vidéo un peu longue, je vais pas non plus vous saouler plus que ça. Euh, bon après, vous avez le petit bouton en bas pour avancer, ça vous plaît pas, hein, c'est facile. Mais les réglages, écoutez, je referai une vidéo réglage plus détaillée là-dessus, de ce que moi j'en ai retenu. Hein, puisque moi, les informations que je vous donne, c'est uniquement sur mon ressenti, sur ma façon de fonctionner, sur mon expérience passée, plus que sur les grandes formules papier. Et puis voilà, c'est de la théorie de terrain, on va dire, plus que de la théorie papier ou de calculatrice. Et en fin de compte, c'est ce qui se passe réellement dans la vraie vie. Pour moi, je préfère. Voilà, je teste quelque chose, je le teste physiquement, je vois ce qui en ressort. Parce que sur le papier, des fois, c'est bien sympa, c'est bien alléchant. Et puis la réalité nous montre que c'est différent et que des fois, on peut même être déçu. Hein. Voilà, des choses qui sur le... Moi, j'ai déjà eu des choses, je ne pourrais pas vous dire quoi comme ça, mais j'ai déjà eu des achats sur le papier, c'était waouh, et au final, c'était pas waouh, quoi. Donc, je préfère essayer, avoir mon ressenti, et puis dans les conditions qui m'intéressent, pour le coup. Et puis de voir ce que ça donne ou ce que ça donne pas. Et puis voilà. Donc on verra le 74, ce que ça vaut. Sur la piste cette semaine. Et puis on en reparlera. Je vous en reparlerai en même temps. De toute façon, je pense que de toute façon, je vais encore parler en roulant. Donc je vous dirai mon ressenti. Voilà. Allez, cette fois, je vous laisse. Passez une bonne journée à vous. Bye bye.